Que se serait-il passé si Adolf Hitler avait remporté la course à l'arme nucléaire? Que se serait-il passé si les V1 et V2 allemands avaient été armés d'une tête nucléaire au lieu d'explosifs conventionnels? Que se serait-il passé? Qui aurait remporté la guerre? Ce scénario a rempli les Alliés de terreur. Les yeux se sont tournés vers le SOE, la Direction des Opérations Spéciales, ainsi qu'un groupe d'élite de Norvégiens. L'épopée de leur survie et de leur détermination dans le rude hiver norvégien est entrée dans la légende. Leurs opérations ont été chapeautées par un banquier riche et puissant du nom de Charles Hambro. Son rôle est resté inconnu jusqu'à aujourd'hui. Ce banquier et cette poignée de Norvégiens ont tenu l'avenir du monde entre leurs mains. Hambro et ses hommes allaient-ils être capables d'arrêter les Allemands à temps et prévenir ainsi une tragédie mondiale? Au départ, Charles Hambro n'a pas du tout le profil d'un espion. En fait, cet homme se distingue toujours dans un groupe. Et cela dès son plus jeune âge. Il était le capitaine de l'équipe de cricket d'Eton. Il est devenu célèbre en 1915 en prenant 6 guichets à Winchester en 7 courses. Il se fait remarquer durant la Première Guerre mondiale et remporte d'autres honneurs plus tard. Il a reçu plusieurs distinctions en se battant contre le Kaiser. Il a reçu la croix militaire dans les Coldstream Guards avant sa majorité. Il aime la nature, est excellent au tir et pratique assidûment les activités de plein air. Hambro impressionne aussi physiquement. Il dépasse le mètre 80. Il a des amis très haut placés. Il est immensément riche. Il possède une banque qui porte son nom. Charles Hambro est si riche qu'il refuse d'être payé pour ses activités militaires qui débutent en 1940. Hambro travaille pour le SOE, la Direction des Opérations Spéciales en Grande-Bretagne. Comme le dira lui-même Winston Churchill, Premier ministre britannique, le SOE doit mettre l'Europe en feu. Il doit frapper l'ennemi avec des actes de sabotage, de propagande et de subversion. Le SOE a été créé en urgence en juillet 1940, quand la guerre rageait en Europe, que la bataille d'Angleterre venait de commencer et qu'une invasion allemande était imminente. Cette direction a été créée dans l'urgence. Hambro fait partie des civils recrutés par le SOE pour mener des opérations secrètes. L'engagement de civils agace les forces armées régulières. Ces civils sont surnommés les irréguliers du SOE. Hambro intéresse le SOE pour son expérience d'homme d'affaires et ses qualités d'organisation. Hambro entre rapidement dans son nouveau rôle. Il participe à l'orchestration de missions dans l'Europe occupée. Les espions du SOE lui envoient chaque jour des renseignements sur les activités et les intentions des Allemands. En novembre 1940, il devient le contrôleur de la section scandinave du SOE. Ce poste lui convient à merveille. Il a de la famille en Norvège qui le renseigne sur l'occupation nazie.
Hambro dirige sa section en montrant l'exemple. En 1940, il se rend sur le terrain en prenant la tête d'une délégation qui se rend en Suède pour y rencontrer les contacts du SOE. Il crée en Scandinavie un réseau qui tiendra durant toute la guerre. Hambro a l'idée d'un plan audacieux. Il monte l'opération Rebel pour le SOE. Elle consiste à contourner le blocus nazi en Norvège pour voler des ressources précieuses sous le nez des Allemands. Le SOE affrète une petite flottille et embarque des volontaires. Les cales sont remplies de minerais de fer et d'acier norvégien. Les 5 navires exploitent le brouillard pour franchir le blocus allemand. Malgré l'attaque de chasseurs allemands pendant plusieurs kilomètres, le convoi atteint sain et sauf l'archipel des Orcades, où il profite d'une escorte de la Navy. Grâce à ce transport clandestin, 25 000 tonnes de minerais norvégiens alimentent les aciéries britanniques. En mai 1941, un dossier arrive sur le bureau d'Hambro. Il contient des informations recueillies en Norvège. La teneur du dossier est extrêmement inquiétante. Les documents portent comme titre principal 2 mots simples: eau lourde. Hambro en a la chair de poule. Et ces 2 mots qui semblent insignifiants désignent en fait un composé pour fabriquer une arme d'une puissance inouïe, la bombe nucléaire. À ce stade, les Allemands sont en tête de la course pour l'arme nucléaire, mais il leur manque du plutonium. Or, le plutonium est extrêmement rare dans la nature. Il doit être créé dans un réacteur utilisant de l'uranium. L'uranium est irradié dans un réacteur pour obtenir du plutonium par capture de neutrons. Mais les Allemands ont besoin d'un modérateur de neutrons pour ralentir la vitesse de ces derniers. L'eau lourde, ou oxyde de deutérium, est le chaînon manquant indispensable pour la fabrication de la bombe atomique. Elle permet de produire du plutonium de façon contrôlée et sans danger. Mais le traitement de l'eau pour obtenir de l'eau lourde exige énormément de temps. L'eau doit notamment être électrolysée. Mais quand les Allemands auront suffisamment de plutonium, ils pourront l'utiliser pour faire le cœur atomique. Ce cœur de plutonium doit être enchâssé dans une sphère hautement explosive. Lors de la détonation, une implosion provoque au sein du plutonium une réaction en chaîne d'une telle puissance que les atomes se divisent et dégagent des quantités d'énergie démentielles. Les Allemands fabriquent de l'eau lourde ici, à la centrale Vemork, appartenant à Norsk Hydro, dans le comté du Telemark en Norvège. Normalement, l'usine est censée produire de l'engrais.
Cette production requiert de disposer en abondance d'eau et d'électricité. Mais le processus permet aussi de produire de l'eau lourde. Le dossier montre que les Allemands ont fait passer la production de 10 kg par mois à 4 kg par jour, avec effet immédiat. Les Allemands n'ont pas de temps à perdre, il leur faut 10 tonnes d'eau lourde pour raffiner leur plutonium. Pire encore, en Belgique, les Allemands mettent la main sur 3500 tonnes d'uranium. L'uranium a été extrait au Congo belge et est confisqué intact quelques jours après l'invasion de la Belgique. Les Allemands détiennent la seule usine d'eau lourde d'Europe. Ils ont de l'uranium et leurs scientifiques ont bien progressé dans la maîtrise des processus nucléaires. Les Alliés font face à une menace dévastatrice. À cette époque, on connaissait les dégâts infligés par les bombes conventionnelles. On ne pensait pas qu'une bombe seule puisse anéantir une ville. Soudain, les responsables militaires ont compris qu'ils faisaient face à une arme au-delà de leur entendement et qu'il fallait impérativement empêcher les Allemands de la fabriquer. Hambro doit imaginer un plan et sans perdre de temps. Le problème, c'est que le professeur Tronstadt, qui a prévenu le SOE sur les ambitions allemandes, a fui la Norvège. Il se trouve en Angleterre, où il a rejoint l'armée norvégienne en exil. La première mission devra permettre de savoir ce qui se passe dans la centrale. Et la chance sourit à Hambro. En mars 1942, le bateau à vapeur Kaltesund est pris par la résistance norvégienne et conduit dans le port d'Aberdeen en Écosse. À bord du bateau, il y a Einar Skinnerland, un ingénieur de la centrale de Norsk Hydro. Il a 23 ans. Le SOE l'a aussitôt recruté. Et après l'avoir entraîné, il l'a parachuté en Norvège avec une radio. Einar Skinnerland est renvoyé en Norvège en mars 1942. Il devient le principal agent d'Hambro sur le terrain. Einar envoie des plans de la centrale cachés dans des tubes de dentifrice. En mai 1942, Hambro devient le chef exécutif du SOE. Il ne chapeaute plus seulement la section scandinave, mais toutes les sections du SOE. Le problème de l'eau lourde est la mission la plus importante du SOE. Hambro s'en occupe d'ailleurs personnellement. Durant l'été 1942, le haut commandement allié décide d'agir. Première étape, arrêter la centrale et empêcher les Allemands d'augmenter leur stock d'eau lourde. Les généraux décident que le sabotage est la meilleure façon d'arrêter la production et donc la création d'une bombe nucléaire allemande. Deuxième étape, ils lancent l'opération Lurgan, dont le nom correspond au coin de chasse préféré de Hambro. Les Alliés décident d'envoyer en Norvège un contingent de soldats. Mais ils doivent d'abord disposer d'une force de reconnaissance sur place. Ce sera la tâche d'Hambro et du SOE. Un mémo est transmis à une section du SOE portant le nom anodin de SN. SN est la section norvégienne du SOE.
l'opération Lurgan obtient la priorité absolue du SOE. La section SN peut compter sur une unité spéciale. Le SN, la section norvégienne du SOE, avait recruté des jeunes gens absolument remarquables. La plupart sont de nationalité norvégienne. Ils étaient bâtis comme des rocs et savaient skier depuis leur plus tendre enfance. Les Norvégiens ont toujours privilégié les activités en plein air, le ski et les aptitudes de survie. Les hommes qui composaient cette section excellaient dans tout ça. La section norvégienne inclut la compagnie Linge, l'unité d'élite de l'armée norvégienne en exil. Pour entrer au SOE, il fallait être très performant. Et pour entrer dans la compagnie Linge, il fallait avoir des capacités exceptionnelles. C'étaient des jeunes gens remarquables. Hambro sait qu'il peut compter les yeux fermés sur ces Norvégiens. Ils maniaient parfaitement les armes et mieux valait ne pas les rencontrer de nuit. Le professeur Leif Tronstad devient le superviseur du groupe d'élite. Quatre agents de la compagnie Linge sont sélectionnés par le SOE pour préparer la venue du reste de l'unité. Le groupe reçoit un nom de code typique pour le chasseur qu'est Hambro. Il est baptisé Tetra. L'équipe comprend Jens Poulsson, le chef, et Klaus Hellberg, né au Telemark, qui a fait partie de la résistance avant de fuir la Norvège au début de 1942. Poulsson et son équipe ont la tâche cruciale de reconnaître le terrain et de choisir une zone d'atterrissage pour les troupes d'assaut. À l'époque, Jens Poulsson a bien du mal à imaginer qu'une seule bombe puisse générer une telle puissance. On m'a dit que si les Allemands avaient suffisamment d'eau lourde, ils seraient capables de faire exploser des quartiers entiers de Londres. J'ai répondu que je n'y croyais pas, qu'on me disait ça pour que je fasse mon boulot. Je ne savais pas à quoi pouvait servir l'eau lourde. Le 18 octobre 1942, Hambro ordonne au groupe Tetra de se rendre en Norvège. Après des mois d'entraînement, ils vont être largués sur place pour reconnaître le terrain avant l'arrivée de l'unité de combat. Ils seront parachutés sur le plateau montagneux d'Hardangervidda, à 30 km de la centrale. C'est un des environnements les plus inhospitaliers et extrêmes du monde. Le plateau se trouve à une très haute altitude. Rares sont ceux qui s'y aventurent en hiver. Un point de chute idéal pour le groupe Tetra. Les avions atteignent le plateau. Les agents sautent en parachute. À Londres, Hambro attend désespérément des nouvelles du groupe. Il devra patienter plus de 20 jours. Hambro ignore que les 4 hommes se sont posés sans problème, mais qu'ils sont incapables de lui envoyer un message radio tout de suite. Ils ont plus d'une demi-tonne de matériel à récupérer et à cacher. Le groupe met une semaine pour rassembler le matériel éparpillé dans la neige et pour se remettre du parachutage. Le 22 octobre,
ils entament leur descente vers la vallée. Le 6 novembre, ils atteignent leur base à Grassfield. Ils peuvent enfin prévenir Londres. Le 10 novembre 1942, Hambro reçoit enfin des nouvelles. Bon atterrissage en dépit des nombreux rochers. Les tempêtes de neige et le brouillard nous ont contraints à descendre dans la vallée. L'opération peut toujours être effectuée avec succès. Hambro informe aussitôt le QG des opérations combinées que tout est en place pour poursuivre l'opération Lurgan. L'opération inclut une unité de combat de 34 hommes. Les soldats des opérations combinées étaient conventionnels. C'étaient des commandos qu'on envoyait par la mer. C'étaient des marins qui franchissaient la Manche ou qu'on envoyait en Norvège, ou des membres de la RAF qui pilotaient les avions et assuraient l'entraînement de saut en parachute. Il y avait des fantassins, des marins et des aviateurs. Le SOE décide d'envoyer ses hommes en Norvège avec des planeurs. Ce mode de transport est très risqué. Les planeurs n'ont encore jamais été utilisés pour ce type de mission. Les planeurs doivent être tirés par un avion à moteur. Les pilotes doivent être des as de l'atterrissage. Ils sont limités en poids et ont besoin d'une surface plane pour se poser. Les troupes transportées par planeurs, c'était tout nouveau à l'époque. Les planeurs étaient en contreplaqué et donc très fragiles. Et une fois qu'on amorçait la descente, il n'y avait pas moyen de faire demi-tour. Et même si tout se passait convenablement, atterrir avec un de ces planeurs était en réalité une sorte d'écrasement contrôlé. Les soldats pouvaient être tués ou gravement blessés, même quand les conditions étaient idéales. Le 19 novembre, le groupe Tetra reçoit un message codé de Londres. Le mot de passe « Girl » signifie que l'unité de combat est en route. Mais la mission ne se déroulera pas comme prévu. Le départ a été repoussé plusieurs fois avant que deux Halifax s'envolent avec les deux planeurs. Le convoi aérien décolle la nuit du 19 novembre. Des 4 appareils, un seul est revenu. Un des planeurs s'écrase près de la côte norvégienne. Le câble qui le relie à l'avion s'est brisé à cause du froid. L'autre planeur et son avion s'écrasent contre une montagne en Norvège. Les survivants sont faits prisonniers et exécutés par les Allemands. Les Allemands ont retrouvé les épaves. Ils ont emmené les survivants et les ont assassinés. Sur un des officiers morts dans l'accident, ils ont trouvé un plan de la centrale. Et comme il y avait des explosifs dans l'appareil, ils savaient que ces soldats devaient détruire la centrale. Le lendemain, le QG nous a appris qu'une tragédie s'était produite. Dès qu'ils sont au courant de l'opération britannique, les Allemands renforcent leurs troupes dans la région. La vallée fourmille d'Allemands. 900 soldats sont stationnés ici. Le groupe Tetra se retrouve isolé. Il doit se cacher. À Londres, Hambro reçoit l'ordre de sauver la situation. Il doit prendre les commandes de toute l'opération. Le SOE doit faire une nouvelle tentative.
Hambro monte l'opération Gunnerside, le nom de son pavillon de chasse préféré en Écosse. Ce plan doit renforcer les maigres forces sur le terrain en envoyant sur place quelques agents norvégiens du SOE issus de la compagnie Linge. Le groupe Gunnerside est dirigé par Joachim Runeberg. Il comprend aussi Knut Håkeleid et 4 autres agents. Les 6 hommes sont issus de la section SN. Ils forment bientôt un groupe très solidaire, comme l'explique Joachim Runeberg. On a retrouvé des gars qu'on connaissait et on s'est attelé à former une équipe soudée. On est devenus très amis. Cette amitié perdure encore aujourd'hui. En Norvège, alors qu'il attend le groupe Gunnerside, le groupe Tetra tente de remonter le moral à ses chefs au QG du SOE. Il envoie un message à Hambro. « Ne vous découragez pas, on va faire le boulot. » Le 16 février 1943, le groupe Gunnerside est enfin envoyé en Norvège. Son objectif, retrouver le groupe Tetra et faire exploser la centrale. À Londres, Hambro suit les moindres évolutions. Les agents sont toutefois largués loin de l'objectif. Ils doivent partir à la recherche du groupe Tetra dans l'immensité blanche. Ils peuvent être n'importe où dans ce plateau vaste de 6500 km². Pour les 2 groupes, la tâche est très ardue. Ils disposent de rations limitées et sont exposés aux tempêtes. Le 23 février, les 2 groupes se rencontrent enfin. On était vraiment très heureux de les retrouver. On était surtout très heureux d'avoir le sentiment de pouvoir effectuer l'opération. Les 2 groupes doivent planifier l'assaut de la centrale. Ils vont devoir affronter des défis immenses. Les Allemands les attendent de pied ferme. La zone autour de la centrale est quasiment infranchissable. Elle est gardée par 300 soldats. Les Allemands ont aussi installé des canons anti-aériens et des projecteurs. Ils disposent également de 2 stations radio qui tentent de localiser les émissions radio des agents du SOE. Mais les Allemands font un oubli surprenant. Ils omettent de surveiller le chemin de fer qui mène vers la centrale. Les Norvégiens peuvent s'approcher par là. Ils envoient un message à Hambro pour le prévenir qu'ils sont prêts à passer à l'attaque. Le 25 février 1943, ils gagnent un camp de base et décident de saboter la centrale le 27 février. Klaus Hellberg nous raconte les événements de cette nuit. Nous sommes partis à 8 heures du soir. Il faisait très sombre. On a traversé la gorge avec des armes et des explosifs.
Les agents norvégiens atteignent sans problème la centrale en suivant les rails. Ils pénètrent dans l'usine sans être vus. Tout était calme. On entendait seulement le ronronnement des machines. Je faisais le guet, je devais attendre. Je pensais seulement à une chose. Comment réagir si le garde allemand rappliquait? Le laisser passer, me cacher ou l'abattre? Une partie des hommes monte la garde, pendant que deux d'entre eux, dont le chef Runeberg, entrent pour placer des explosifs. Quel soulagement quand j'ai entendu l'explosion. La détonation n'a pas été puissante parce qu'elle s'est produite dans un bâtiment en béton. L'opération est un succès. Pour l'heure, les Allemands ne constituent plus une menace nucléaire. C'est un triomphe. Maintenant, les saboteurs doivent échapper aux Allemands. Les entraînements intensifs qu'ils ont subis les ont préparés à cette fuite forcenée. D'abord, pour semer les Allemands, les agents norvégiens doivent rejoindre le plus rapidement possible le plateau. On ne pouvait pas repartir par où on était arrivé, car on aurait dû suivre les rails durant un bon bout de temps et les Allemands pouvaient surgir à tout moment. Une fois sur le plateau, l'équipe doit réussir à se mettre à l'abri. Les Norvégiens doivent franchir une zone qui grouille d'Allemands. Les agents du SOE font 650 km en ski de fond en 18 jours. Chaque étape donne lieu à une petite cérémonie. On avait 36 cartes. Chaque fois qu'on avait parcouru l'itinéraire d'une carte, on la brûlait, soulagé d'en avoir une de moins à faire. Finalement, le 18 mars, ils passent la frontière suédoise. Une fin glorieuse pour cette mission à très haut risque. À Londres, Hambro pense que l'opération du SOE a été parfaite. Pour lui, c'est un véritable couronnement. Il envoie aussitôt un message à l'équipe. Félicitations les plus chaleureuses pour cet excellent boulot. Mais tous les agents ne sont pas allés en Suède. Knut Håkeleid est resté en Norvège. Il sera les yeux et les oreilles de Hambro sur place.
À l'abri sur le plateau, Hokelheide observe les patrouilles allemandes. Ces messages radio décrivent leur frustration. Ils se sont comportés comme d'horribles vandales. Ils ont volé tout le matériel utilisable dans un refuge. Et ils ont détruit 4 cabanons. Les Allemands ont aussi tiré à l'arme automatique sur des troupeaux de rennes. En dépit des efforts des Allemands, Hokelheide n'est pas repéré et envoie régulièrement des nouvelles à Londres. Le dernier message d'Hokelheide annonce toutefois de très mauvaises nouvelles. Elles font grimacer Hambro. Le sabotage de la centrale a seulement retardé la production d'eau lourde. En l'espace de 4 mois, les Allemands ont réparé la centrale et ont repris la production. Au mois d'août, leur stock d'eau lourde atteint un niveau très inquiétant. Le SOE est condamné à réagir. Mais Hambro n'est pas au bout de ses peines. Il se fâche avec Lord Selborne, le ministre responsable du SOE. Hambro collaborait étroitement avec Lord Selborne. Ils se rencontraient tous les jours. Et lors d'une de ces rencontres, Hambro avait dans sa poche un télégramme très délicat qu'il venait de recevoir de Yougoslavie. Mais il hésitait à en parler à Selborne. Ils avaient d'autres sujets importants à discuter. Et il s'est dit qu'il le lui donnerait un autre jour. Mais le soir même, Selborne est convoqué par Churchill à une réunion des ministres pour parler du fameux télégramme yougoslave. Il a donc demandé à Hambro pourquoi il ne lui en avait pas parlé. Hambro a présenté ses excuses en disant qu'il avait le télégramme en poche, mais qu'il pensait que ce n'était pas le bon moment. Et Selborne lui a dit « Veuillez quitter le service ». Et il l'a quitté. Hambro démissionne du SOE en septembre 1943, après 3 ans de loyaux services. Mais le problème de l'eau lourde n'est pas résolu. Goutte après goutte, les Allemands augmentent leur stock. Pour mettre fin à cette menace, les Alliés choisissent une autre tactique. Puisque les forces irrégulières du SOE ont échoué, les Alliés envoient des forces conventionnelles massives pour finir le travail. Le 16 novembre 1943, 150 forteresses volantes décollent de différentes bases aériennes britanniques. Objectif: la centrale de Norsk Hydro. Les appareils déversent 400 tonnes de bombes ultra-explosives. Le village voisin est également touché par les bombes. Mais le raid aérien est un échec. La production d'eau lourde n'est interrompue que brièvement. Et 22 civils norvégiens ont été tués. Peu après, le SOE reçoit des nouvelles extrêmement alarmantes. L'Allemagne planifie de transporter l'équipement pour fabriquer l'eau lourde ainsi que les stocks d'eau lourde en Allemagne. Si les Allemands prennent cette décision, c'est qu'ils sont sur le point de créer une bombe atomique. Les Alliés auront bien du mal à détruire un tel objectif en Allemagne.
Pire encore, les Allemands finissent la mise au point d'un missile balistique, le porteur idéal pour une bombe atomique. Les essais des V1 et des V2 donnent de bons résultats. Le V2, on était incapable de l'intercepter. Il atteignait 5500 km/h en descente. Cette fusée pouvait très bien transporter une tête nucléaire. La menace est telle que les généraux se tournent de nouveau vers le SOE. Et le SOE sait quelle personne contacter. Knut Hokelheide, l'homme qu'Hambro a laissé sur place. Il est le seul agent du SOE dans cette région de Norvège. Hokelheide apprend que l'eau lourde sera transportée par wagon dans la vallée. Le convoi doit être chargé à bord du ferry de Norsk Hydro le 20 février 1944. Une grosse quantité d'eau lourde a quitté la centrale pour être transportée jusqu'à Berlin. En train, en ferry, en train, en ferry et pour finir en train. La cargaison devait d'abord traverser un lac, puis un fjord, avant d'atteindre le Danemark et de poursuivre jusqu'à Berlin. Hokelheide comprend que le premier ferry est le point faible de cette opération. Il décide de le faire exploser. Avec l'aide de complices sur place, il calcule le meilleur moment pour frapper. Il fera exploser le bateau à l'endroit le plus profond du fjord. Ainsi, les Allemands auront bien du mal à récupérer les citernes. Mais il y a un problème. Le ferry transportera aussi des passagers norvégiens. Faut-il sacrifier ces civils ? Des messages chiffrés du SOE à Hokelheide lui ordonnent de passer à l'action quel qu'en soit le prix. On s'est dit que ce sacrifice était indispensable pour empêcher Hitler d'avoir la bombe. La nuit du 18 février 1944, les Allemands surveillent les wagons sur une voie de garage. Hokelheide en profite pour monter à bord du ferry. La veille du départ du ferry, un type vêtu d'un manteau brun est monté à bord avec un collègue en expliquant qu'il devait effectuer des réglages importants dans la salle des machines. Il est descendu, mais il est remonté sans son sac à dos. Le sac à dos contient un dispositif ingénieux. Il a improvisé un système de déclenchement à 2 réveils. Il y avait une pile, des fils reliés aux 2 aiguilles, et quand elles arrivaient à l'heure fixée, elles faisaient contact et envoyaient une pulsion électrique au détonateur qui faisait exploser la charge. Il a installé son système à l'avant du ferry. Il suffisait que l'explosion fasse un grand trou pour que l'eau s'engouffre dans le ferry et qu'il finisse par sombrer. Les Allemands n'ont pas songé à faire surveiller le ferry. Le lendemain, ils chargent les wagons d'eau lourde à bord. Le ferry quitte le quai à 9h45. À 10h30, la charge explose comme prévu. Le ferry coule rapidement et disparaît dans les profondeurs du fjord. Hitler est privé de l'entièreté de son stock d'eau lourde. Cette fois, l'opération est un véritable succès pour le SOE. Ses agents empêchent ainsi Hitler de détenir la bombe atomique.
C'est fini, la guerre en Europe est terminée. Dans ce quartier général, en ce 8 mai, les Allemands signent la reddition inconditionnelle. Dans le sud de l'Allemagne, les troupes alliées avancent pour occuper tout le pays. À la fin de la guerre, les Alliés se rendent compte à quel point les Allemands étaient sur le point de fabriquer la bombe atomique. Ils découvrent en Bavière une centrale construite avec des pièces récupérées en Norvège. Il ne leur manquait que quelques bidons d'eau lourde pour fabriquer suffisamment de plutonium. S'ils en avaient eu assez, la guerre aurait pu connaître une fin bien différente. Mais ce sont les Américains qui seront les plus rapides. Le projet Manhattan, qui a permis de fabriquer la bombe atomique, aura des conséquences atroces à Hiroshima et à Nagasaki. Un homme en particulier savoure la victoire, Charles Hambro. Après sa démission du SOE, Hambro a continué à participer à la course à l'arme nucléaire. Il a joué un rôle déterminant dans le projet Manhattan. Au cours des derniers mois de la guerre, Hambro était chargé de faire passer les documents de recherche nucléaire entre les services britanniques basés à Washington, D.C. et les alliés américains. Après la guerre, il est retourné à la vie civile et au monde des affaires. Grâce à lui et à son équipe de saboteurs norvégiens, Hitler n'a jamais eu sa bombe nucléaire. On peut analyser cette affaire sous tous les angles. La conclusion est toujours la même. Cette opération était d'une importance capitale. 9 agents du SOE ont suffi pour empêcher Hitler d'avoir la bombe atomique. Si le SOE n'avait réussi que cette seule mission, son existence aurait déjà été justifiée. L'équipe du SOE a agi à temps. Elle a effectué une des missions les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale.